Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de la série des grands communicateurs. C'est la 12e saison qu'on fait ces conférences-là. Alors, on a fait le petit calcul que c'était probablement autour de la 100e conférence qu'on avait organisée. On a perdu le fil, mais on a dit que la 100e était dans cette 12e saison. Alors, bienvenue à cette 100e conférence. Donc, si on arrive à tenir depuis si longtemps, je veux dire que s'il y a 12 ans, on nous avait dit que ça durerait, ça serait autant un succès, on ne l'aurait pas cru. C'est en fait parce qu'on a des partenaires assez solides et surtout très fidèles qui nous appuient régulièrement. Et à chaque conférence, vraiment, un point d'honneur à les citer parce que c'est vraiment très important qu'ils soient là. Il y a bien sûr la TELUC qui nous appuie et qui nous accueille dans ses murs, son association étudiante qui aussi nous supporte beaucoup. Le canal Savoir qui nous diffuse régulièrement, qui nous filme et qui nous diffuse ce soir, et surtout le public qui vient régulièrement dans ces conférences-là, en salle et de plus en plus en ligne aussi. Alors on est très content parce qu'au niveau de, quand on parle de communication, conférences en ligne, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc je sais qu'on a plein de gens en ligne ce soir, un peu partout dans le monde, donc on les salue aussi. Et aussi, bien entendu, ces conférences-là sont un succès grâce aux conférenciers qui viennent chaque mois nous présenter leur métier, les facettes de leur métier, des choses un petit peu moins courantes, pour partager cette passion avec les étudiants, les gens de la relève et les professionnels en communication. Donc un gros merci à tout le monde. Quelques mots sur la toile des communicateurs. Donc nous sommes une toute petite association de bénévoles, tous professionnels en communication, puis donc on organise ces conférences-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la toile, je vous référerai à notre site web toile.coop. Comme je disais, on est une petite structure. Si vous avez le goût de vous impliquer, donner un coup de main ou quoi que ce soit, il y a plein de choses qu'on peut faire en communication avec nous. Vous avez rencontré Eric à l'entrée qui vous a inscrit. Denis est en arrière de la salle. Christian va faire des photos, il s'occupe aussi de ça. Et moi-même, Dominique. Donc on est les 4 représentants ce soir. Si vous voulez en savoir plus, donc notre site web, on est présent sur la majorité des médias sociaux aussi, Toile des communicateurs, sur Twitter en particulier. Si vous voulez tweeter la conférence ou la suivre sur Twitter, le mot-clé, le hashtag, comme disent les Français, GCOMMS, G-C-O-M-M-S, donc grand communicateur, G-C-O-M-M-S, pour la conférence de ce soir. Ce soir, on aura une conférence qui va durer environ 50 minutes à 1 heure. Il y aura une période de questions qu'on laissera pour la fin, et les gens qui sont en ligne aussi pourront envoyer leurs questions à Denis. Vous avez reçu un petit questionnaire d'évaluation, donc prenez le temps de le remplir. On aime ça avoir votre avis. En ligne aussi, vous pourrez donner votre avis. Si vous voulez inscrire votre adresse de courriel sur le questionnaire, ça vous permettra d'être tenu au courant des activités de la toile des communicateurs. L'adresse reste chez nous, rassurez-vous, on la communiquera à personne d'autre. Je vais terminer en parlant des conférences à venir. Il y a encore 3-4 conférences pour cette saison-là. Le 26 février, ce sera Bernard Motulski. Il est Bernard Motulski, assez connu, directeur titulaire de la chaire de relations publiques et de communication marketing à l'UQAM. C'est aussi depuis cette année le président de la Société québécoise des professionnels en communication du Québec. Et il viendra nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur depuis plusieurs années déjà, d'une certification professionnelle. Est-ce que nous autres communicateurs, on devrait être régis par un autre professionnel, avoir une certification? Quelles sont les implications, les avantages, etc. que ça pourrait avoir? Ce serait le 26 février. 25 mars, Normand Landry, qui est professeur dans ses murs à la TELUC. Il est à l'unité d'enseignement et de recherche sciences humaines, lettres et communication. Il nous parlera de droits humains et médias, les enjeux et les urgences des droits humains et médias, le 25 mars. Le 29 avril, Cédric Essimini, Monsieur Essimini est porte-parole de la Régie des installations olympiques et il nous parlera, ça tombe bien, de la crédibilité des porte-paroles. Ça sera le 29 avril et on terminera la saison le 27 mai avec Monsieur Pierre Arthur, qui est directeur principal recherche et marketing au quotidien La Presse. Il viendra nous parler de l'avènement de La Presse Plus, donc la petite application iPad qui est en train de changer peut-être un petit peu la donne au niveau de la distribution des quotidiens, le 27 mai pour finir la saison. Alors pour ce soir, entrons tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de l'intersection entre journalisme et médias sociaux. Pour en parler, notre conférencière ce soir, elle est présidente de l'agence qui porte son nom justement. On la considère comme une des pionnières au Québec de tout ce qui est blog, réseaux sociaux, qui sont utilisés en tant qu'outil de relations publiques. Elle est donc spécialisée dans tout ce qui est élaboration de stratégies qui vont à la fois intégrer médias sociaux et relations de presse. Elle est également chargée de cours à l'Université de Montréal et à McGill. Puis elle agit aussi beaucoup à titre de conférencière, formatrice en relations publiques, que ce soit, et en médias sociaux, bien entendu, que ce soit auprès d'entreprises et d'associations, et ce, depuis plusieurs années. Alors,
Si vous voulez, sans tarder, je laisse la parole à notre grande communicatrice de ce soir, Michelle Sullivan. Merci. Bonsoir. Me voici. Bon. Bonjour tout le monde dans la salle et à la maison, ce soir en webdiffusion. Allons-y. Je vous présente les résultats de mon étude. 7 Québécois sur 10. Oui, vous m'avez bien entendu, 7 adultes québécois sur 10 sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Vine. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, nous, les Québécois, vivons dans un nouveau monde. Un monde où l'accès à l'information et à la communication n'a jamais été aussi facile, où les distances ne veulent plus rien dire, où l'on peut suivre une manifestation qui se déroule à l'autre bout du monde en direct depuis notre salon, depuis le café du coin, ou même dans la rue, pendant que nous manifestons à notre tour. Ma mère prend régulièrement sa tablette pour envoyer un courriel ou même un tweet au Club des ex. Monsieur Durivage, Marie, Charlotte vous salue. Mon jeune neveu, lui, fait actuellement le tour du monde avec ses parents. Il documente son voyage sur son blog, il profite du Wi-Fi qu'il réussit à trouver même dans les plus petits villages. Il suit l'actualité aussi, ce neveu. D'habitude, les résultats des matchs de foot, mais bon, journaliste sportif, réjouissez-vous, la relève est là. À 8 ans, Caleb n'a jamais connu un monde sans Internet, sans Facebook. Au Québec, comme ailleurs, le monde journalistique semble vivre des changements importants depuis l'arrivée de l'Internet et des médias sociaux. Mais qu'en est-il réellement? Ce premier d'une série de sondages s'inscrit dans une volonté de ma part en tant que relationniste et chargée de cours universitaire de m'assurer de bien comprendre les besoins et nouvelles réalités des journalistes québécois et francophones. J'ai également l'intention de sonder les journalistes du Canada anglais et de la francophonie hors Québec prochainement, dans le but de dresser un portrait de l'ensemble de la communauté journalistique du pays en ce qui a trait à l'utilisation des médias et réseaux sociaux. Bon, je vous dévoile donc ce soir les résultats préliminaires d'une étude sur l'utilisation des réseaux et médias sociaux par les journalistes québécois. Une fois que je vous aurai présenté la méthodologie de l'étude et le profil des répondants, je traiterai 5 thématiques en lien avec les médias et réseaux sociaux. Premièrement, l'utilisation qu'en font les journalistes. Deuxièmement, l'impact de ces réseaux. En troisième lieu, la perception des blogs et des blogueurs, le lien avec les relationnistes et les questions d'éthique. En parlant d'éthique, commençons par la divulgation de mes intérêts. J'exerce le métier de relationniste depuis près de 15 ans, je dois dire, mais je suis surtout connue pour mon expertise dans le domaine des médias sociaux. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal où je donne le cours Relations avec les médias. J'en profite pour saluer mes étudiants qui sont ici avec nous dans la salle et ceux qui sont à l'écoute bien au chaud chez eux. À l'Université McGill, je porte le titre de Instructor. J'ai collaboré à l'élaboration du programme Digital Content and Community Management et j'offrirai le cours Current Trends in Digital Communication pour la 2e fois dès le mois de février. J'ai mes étudiants ici dans la salle aussi. Mon Dieu, je suis choyée. Je compte parmi mes clients actuels le Bureau de la ville intelligente et numérique de la Ville de Montréal, Minalliance, le Fonds de communication de l'industrie minière et l'Académie Kells. Bon, pour la méthodologie, il s'agissait d'un sondage de 61 questions à choix multiples. En plus de ces, pour ceux qui ont fait le sondage, en plus de ces 61 questions, il y en avait qui offraient aux répondants la possibilité de terminer ou de quitter le sondage après quelques questions. C'est important pour moi de respecter le temps des journalistes. Donc, ils ont pu quitter après 9, 17, 40, 50 et 58 questions. Plateforme utilisée, SurveyMonkey.
1272 courriels ont été envoyés. Il s'agit de journalistes francophones et québécois dont les adresses provenaient de la base de données de CNW. Le sondage a été fait entre le 22 décembre 2014 et le 15 janvier 2015. Et il y avait 211 répondants, dont 118 ont complété le sondage quand même. Il s'agit de répondants volontaires et c'est important. Alors, on prend donc les résultats avec prudence, tout en présumant qu'ils puissent indiquer quand même une certaine tendance. Marge d'erreur, avec un seuil de confiance quand même de 95 %. Marge d'erreur de 6,16 %, ce qui est respectable, pas idéal, mais respectable. Profil des répondants. La majorité des répondants comptaient moins de 15 ans de métier, mais quand même 40 % comptaient plus de 15 ans de métier. Il s'agissait de la plus grande proportion. La majorité était également salariée à temps plein et disait travailler au moins de temps en temps pour la presse écrite. Alors, on voit qu'il y a quand même une majorité de la presse écrite. Les autres, télé, radio, Internet, sont un peu à peu près égaux, mais Internet quand même prend la deuxième position, si on veut, classé au plus haut rang du secondairement. Seulement 8 répondants affirmaient ne jamais avoir travaillé ou ne jamais travailler pour la presse écrite. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est le premier pilier de ce sondage, lequel décrit votre utilisation des réseaux sociaux. Vous voyez ici que la plupart des journalistes qui ont répondu à ce sondage disaient s'en servir à des fins personnelles et professionnelles, donc les deux. Personne n'a répondu aucun, ce qui évidemment est une aberration. Il doit y avoir un journaliste au Québec qui n'est pas sur les réseaux sociaux, alors il faudrait que je trouve moyen de l'encourager de répondre à mon sondage. Quelles raisons ont motivé votre utilisation professionnelle? Ici, parmi les répondants, la plus grande proportion a dit que c'était le désir de demeurer actuel et c'était suivi par la curiosité pour les nouveaux outils. Pour vous donner une idée, quand même, il y avait une proportion qui a répondu « autre ». Il y en a qui disaient qu'ils cherchaient à promouvoir leur travail. C'est quelque chose qui revient souvent dans le sondage, cette idée qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de notre propre marque en tant qu'individu. Et d'autres, c'était plus, si on veut, des questions plus logistiques, la possibilité de communiquer à distance sans téléphone. Bon. Et d'autres que c'était des moyens exceptionnels pour trouver des sources, pour trouver de l'information et avoir un accès plus rapide à l'information. Quels médias sociaux et réseaux sociaux utilisez-vous régulièrement? Facebook s'avère être le réseau social le plus fréquenté par les journalistes québécois. Ici, on voit la division. J'ai voulu vous montrer à quel point on s'en servait à des fins personnelles versus professionnelles ou pas du tout. On voit ici que l'utilisation personnelle est légèrement plus élevée que l'utilisation professionnelle. En ce sens, les journalistes ressemblent aussi à la population. Hein. Les gens aiment bien le réseau Facebook. Alors, certains journalistes s'en servent exclusivement à des fins personnelles. Twitter, ici, on voit que l'utilisation professionnelle est quand même plus importante. Alors, c'est un outil, les journalistes voient ceci comme un outil de travail important. Les journalistes se servent de Facebook autant pour l'inspiration que pour la recherche et pour équilibrer leurs articles. Une majorité des répondants dit se tourner vers Facebook dans le but d'identifier des sources. Et ça, j'ai trouvé intéressant. D'identifier des sources pour un reportage. Par exemple, Monsieur X, il y a un accident d'auto, un incident quelconque, on se tourne vers Facebook pour essayer d'avoir la photo, par exemple, d'avoir des informations à son sujet.
Ils se tournent également plus souvent vers Facebook pour échanger avec le public et pour faire la promotion de leur propre contenu. Par contre, Twitter est le réseau de prédilection pour raffiner la recherche et poursuivre l'actualité. Alors ici, vous voyez à quel point Twitter est important comme source, même pour les journalistes, pour suivre l'actualité. On poursuit. Quels médias et réseaux sociaux utilisez-vous récemment? YouTube, quand même, a une bonne cote ici. Par contre, c'est plutôt une utilisation personnelle. Et vous voyez quand même que le groupe Aucun est assez important aussi. Pour ce qui en est des blogs, on voit que c'est un peu partagé. Mais l'utilisation est plutôt, si on veut, professionnelle. Par contre, le plus grand chiffre est dans le groupe Aucun. Alors, des répondants, quand même, une assez grande, presque une majorité, oui, presque une majorité, pas tout à fait, ont répondu Aucun. Alors, on n'utilise pas les blogs. Bon, je leur ai posé la question quand même. Bloguez-vous sur le site de votre propre employeur à titre de journaliste? Vous voyez que, la grande majorité a répondu que non. Il y avait quand même une question que j'ai trouvé intéressant qu'il y ait des réponses quand même. Les journalistes ont été très généreux avec moi. Ils ont dit non, mais que c'était prévu quand même. Alors, il y avait un petit groupe que d'ici les 6 prochains mois, en principe, devrait commencer à bloguer sur le site de l'employeur. J'ai cherché à savoir aussi si l'employeur avait imposé le blog aux journalistes. Ici, en grande partie, on répond que non. Dans certains cas, non applicables, et il y en a qui se sont gardé le droit de préférer de ne pas répondre. Par contre, ce qu'on voit aussi dans les commentaires, on élabore un peu. Certains disent non, mais c'est encouragé, c'est suggéré. Alors, ce n'est pas imposé, mais quand même, il y a cette idée que pour l'employeur, ça serait effectivement très intéressant que le journaliste blogue. D'autres qui voient les blogs, qui disent les blogs, c'est tellement de 2008. Et d'autres qui disent « Ah, j'ai l'impression que les blogs maintenant sont tendance, alors effectivement, je devrais y songer. » Certains sont catégoriques, par contre, il ne faudrait absolument pas, je refuserais si c'était le cas. Alors, ça varie évidemment selon l'individu. À quel point jugez-vous important de bloguer en tant que journaliste? Ici, il y avait l'option neutre et on voit que c'est ce qui remporte si on élimine quand même le assez peu et le minime. Ensemble représentent la majorité des réponses. Est-ce que c'est important pour eux? Est-ce qu'ils sentent que c'est important pour eux de bloguer en tant que journaliste? Il y en a qui disent que c'est une façon de se distinguer, comme j'ai dit tantôt, de faire valoir sa marque personnelle. D'autres qui disent, écoutez, ça dépend des affectations. Oui, un chroniqueur peut assez facilement bloguer, c'est normal, c'est naturel, tandis qu'un journaliste qui couvre l'actualité, peut-être que c'est moins approprié pour lui. Quels médias sociaux utilisez-vous régulièrement? J'ai tenu à vous présenter ce résultat-ci. C'est le résultat pour LinkedIn. Alors, encore une fois, on voit que le Aucun est assez important. Utilisé à des fins professionnelles aussi, c'est important, moins évidemment, peut-être personnellement. Ce que je trouve ici, c'est que on aurait, je crois, je suis de l'avis que les journalistes n'utilisent pas assez LinkedIn. Je pense qu'il y aurait un beau potentiel. D'ailleurs, je crois qu'au mois de décembre, vous avez une belle conférence, une belle présentation sur LinkedIn, sur l'utilisation que peuvent en faire les gens d'affaires, mais les journalistes aussi. Selon moi, LinkedIn peut être très, très intéressant pour comprendre les liens entre les gens, ne serait-ce que pour voir qui connaît qui ou qui est en lien avec qui. Aussi, si on cherche à rencontrer
un expert quelconque, bien, on peut le trouver sur LinkedIn. On peut aussi savoir qui peut peut-être faciliter les introductions, ainsi de suite. Alors, je pense qu'il y a de l'information intéressante à la base sur LinkedIn. Il y a en plus, évidemment, les billets que les individus choisissent de publier. Les experts, les spécialistes le font assez souvent. On peut peut-être trouver des sujets intéressants, des sujets de reportage intéressants là-dedans. Bien évidemment, les groupes LinkedIn, où on peut peut-être suivre des groupes qui nous intéressent particulièrement. Bon, auquel de ces réseaux sociaux avez-vous eu recours dans le but d'identifier les sources pour un reportage? Alors, comme vous voyez, LinkedIn est en 3e position quand même. C'est pas le dernier, c'est pas Instagram, c'est pas Vine, mais Facebook demeure la plateforme la plus intéressante pour les journalistes, pour ceux qui ont répondu à ce sondage du moins, les journalistes qui cherchent à identifier des sources pour un reportage. Alors, encore une fois, Facebook, ça peut être surprenant, ça me surprend d'un côté. En même temps, je me dis que les journalistes se fient beaucoup à leur propre réseau. Et c'est dans ce réseau, ce réseau-là se trouve peut-être beaucoup sur Facebook. Alors, ils peuvent lancer des appels à tous, regarder, voir justement qui peut présenter ou qui peut nous aider avec des informations intéressantes pour la recherche. Avez-vous recours aux médias ou aux réseaux sociaux pour rechercher des informations précises? Ici, on répond occasionnellement et systématiquement. La réponse, évidemment, oui. Ceci est très important si vous êtes relationniste. Ça vous dit que les journalistes sont sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez intérêt à vous assurer que ce que vous publiez sur les réseaux, sur les médias sociaux, est effectivement exact et intéressant pour les journalistes. Ici, bon, il ne faut pas trop... il faut faire attention à cette diapo. Quels médias sociaux utilisez-vous régulièrement? Il ne faut pas comparer la longueur. Ce n'est pas une comparaison. Ce que je tiens à souligner ici, c'est de vous montrer à quel point certains réseaux sont plutôt utilisation personnelle, c'est ce qu'on voit en vert jaune, utilisation professionnelle en bleu. Facebook, c'est à peu près moitié-moitié, légèrement utilisation personnelle. Twitter, par contre, on le voit, vraiment utilisation professionnelle. Il y a d'autres qui sont peut-être surprenants. Je ne m'attendais pas forcément. J'avais ajouté des réseaux comme Vine et Hello, qui est un réseau assez récent. Et quand même, il y a eu certains journalistes qui ont répondu ici, et Hello à des fins même professionnelles. Ce que les journalistes disent dans les commentaires, à savoir si ce sont les principales sources d'information. Ici, ils disent que non, ce n'est pas la principale source d'information, mais quand même, ça peut être intéressant. Par exemple, un compte Twitter vérifié. Le compte d'un politicien peut être très intéressant à suivre pour les journalistes qui s'intéressent à la politique municipale, provinciale, entre autres. Pour ceux qui sont plutôt du côté art de vivre culturel, ben, c'est intéressant pour suivre les ouvertures de restaurants. Il y en a qui qualifient les réseaux sociaux comme une source parmi tant d'autres et soulignent le fait que le bon vieux communiqué de presse est quand même et demeure quand même très important. J'ai fait allusion à ceci tantôt. J'ai cherché à savoir, parce que bon, je le vois, certains journalistes le font assez souvent, à savoir à quel point les journalistes du Québec font ce que j'appelle le appel à tous dans les réseaux sociaux, dans le but d'obtenir de l'information, des idées de reportage ou même des sources. Alors, pour vous donner un exemple, tel journaliste dit « Je prépare un article sur vos meilleurs moments de voyage. Dites-moi quels pays sont vos coups de cœur. » Et là, on sonde vraiment notre communauté à nous. On le voit assez souvent sur Facebook. Et ces réponses-là peuvent inspirer.
peuvent aussi apporter des informations très précises. Une journaliste l'autre jour qui a demandé à sa communauté, bon, je prépare un article sur la possibilité, vous savez, maintenant dans les banques, on peut prendre la photo de nos chèques et ils sont encaissés immédiatement. Bon, elle avait peut-être deux noms de banque. Elle se demandait s'il y en avait d'autres. Alors là, tout de suite, la communauté a répondu. J'ai même répondu moi aussi. Alors, ça peut être intéressant de faire ces appels à tous et de demander à notre communauté de nous donner un coup de main. Par contre, il y en a, bon, la même chose pour si on veut tester nos idées, nos reportages. Ici, par contre, ils disent non. Hein? Et le petit gêne, là-dedans, la petite gêne, c'est que ce qui revient assez souvent, c'est bon, c'est une belle façon de se faire scooper. Hein? Si je veux que la compétition sache sur quel sujet je travaille en ce moment, ben, je vais lancer cet appel à tous, hein, ou je vais tester mes idées ou mes reportages. Il y en a quand même qui, bon, il y en a qui le font, qui le testent, mais disent recevoir très peu de réponses. Il y en a d'autres qui sentent que peut-être qu'ils devraient l'essayer. Alors, je pense que ça demeure quand même un petit terrain d'exploration pour les journalistes, à savoir à quel point ils sont à l'aise, à quel point ils sont prêts à échanger cette information-là contre des réponses de la part de la communauté. Sentez-vous que les réseaux sociaux vous permettent de joindre un plus grand public? Et ici, c'est revenu assez souvent à travers le sondage. Les journalistes que je pose la question directement ou non me répondaient souvent dans les commentaires que pour eux, les réseaux sociaux, c'est une très, très belle façon de se faire connaître. Pour les pigistes, par exemple, ils trouvent qu'ils peuvent rehausser leur marque personnelle, même que pour certains journalistes qui ne sont peut-être pas les vedettes de grandes publications, hein, qui ne sont pas forcément mis toujours de l'avant par leur employeur, bien, c'est aussi une façon de se faire valoir. Et c'est une façon de rejoindre le public. Alors oui, effectivement, c'est une façon de joindre monsieur, madame, tout le monde. Mais ils disent par contre qu'il s'agit peut-être d'un public différent. Hein? Ce n'est pas forcément, bon, si on travaille à la presse, Journal de Montréal, ce n'est pas forcément le même public papier que tablette, que application. Alors, c'est un public qui est différent. C'est une plateforme qui permet de multiplier les sources aussi. Et c'est très utile pour, par exemple, les témoignages. Alors, en ce sens-là, de pouvoir connecter, de pouvoir rejoindre même des inconnus grâce aux retweets, au partage de contenu Facebook, les journalistes sentent que ça peut être effectivement très intéressant pour eux. Quels réseaux sociaux utilisez-vous pour échanger avec le public? Hein, ici, l'idée peut-être de publier, de faire la promotion de notre article sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, et bon, les commentaires qui en suivent. Pour les journalistes, ils trouvent que ces commentaires peuvent être assez problématiques. Parfois, tendent plutôt vers le négatif, c'est revenu aussi dans le sondage. Mais ici, on voit que de loin, les journalistes québécois utilisent Facebook et Twitter pour échanger avec le public. Ils trouvent que ça peut être très, très utile. En première place, en première position, on parle de Facebook et c'est suivi de Twitter. Répondez-vous aux commentaires laissés par les internautes? Encore une fois, ça peut être problématique, hein? Ce n'est pas toujours très positif en ce sens. Comme je dis, ça revenait assez souvent. Ils le font, oui, et parfois. Hein, majoritairement, oui, parfois. Il y en a qui ne le font jamais. On passe maintenant bon, à la deuxième préoccupation de mon sondage. On parle de l'impact. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de très, très jolies photos. On fait le tour du Québec ensemble, grâce aux photos libres de droit. Croyez-vous que le travail du journaliste peut bien s'effectuer sans avoir recours aux médias et aux réseaux sociaux? Ici,
Ils disent qu'effectivement, que oui, ils peuvent faire leur travail, peuvent très bien faire leur travail sans avoir recours aux médias réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui sont un peu plus nuancés, peut-être, ils ont certains doutes. Et bon, il y a quand même un groupe très intéressant qui croit fermement qu'ils doivent se tourner vers les médias et réseaux sociaux pour bien faire leur travail. Alors, il y en a qui disent, bon, c'est pas la panacée, hein, mais ça ne nuit pas. D'autres qui reconnaissent qu'ils doivent maintenant rejoindre la population québécoise. Alors, c'est une façon pour eux d'aller vers les gens. Une citation, je cite quelqu'un qui m'a donné la permission de le faire. De nos jours, je ne crois pas qu'un journaliste qui n'utilise pas les médias sociaux puisse suivre la parade. Alors, cette idée que ceux qui négligent les réseaux sociaux, bon, perdent dans un certain sens, c'est l'opinion de certains. Mais le travail peut effectivement très bien se faire. C'est peut-être du côté de la diffusion qu'on est moins rapide. On est peut-être aussi moins efficace sans les réseaux sociaux. Parce que ce que les journalistes ont dit à répétition, que les réseaux sociaux leur permettaient quand même de demeurer à l'affût de ce qui se passait. Comme nous tous, hein, souvent on apprend le décès, que ce soit véritable ou non, d'une personnalité, on l'apprend sur Facebook, sur Twitter, avant de l'apprendre même dans les médias traditionnels. Alors c'est la même chose pour les journalistes. Là, bon, question un peu plus personnelle. Quel a été l'impact des réseaux sociaux sur votre vie en tant que journaliste? Surprise, peut-être, peut-être. C'est quand même assez positif. Hein, depuis des années, j'ai l'impression qu'on entend dire que c'est pas bon pour les journalistes s'en plaignent, c'est pas bon pour le modèle d'affaires, mais quand même, la grande majorité quand même de journalistes, on parle des 2 tiers, voient les réseaux sociaux d'un bon œil, du moins en tant qu'outil de travail. Alors, ils voient ça de façon très positive. Mais à quel point ça facilite votre travail? Beaucoup et assez. Encore une fois, c'est très positif. Il y avait des pas du tout, quelques réponses, une réponse, c'est-à-dire, d'autres qui voyaient ça, qui n'avaient pas tellement d'opinion ou qui voyaient ça comme, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais on voit très bien que le beaucoup, le assez, remporte ici. Alors, encore une fois, intéressant de voir que les journalistes, évidemment ici, comme je dis tantôt en début de présentation, je n'ai aucun journaliste qui dit qu'il n'est sur aucun réseau social. Alors, on ne peut pas parler pour ces gens-là. Ici, on parle de journalistes qui sont sur les réseaux sociaux et qui constatent qu'effectivement, leur travail est rendu plus facile par ces réseaux-là. En même temps, ils reconnaissent qu'il y a énormément de pression. Hein? Tout bouge très rapidement. Il y a une pression de la part de l'employeur, publier, il faut être le premier, il faut être le premier. Est-ce qu'on le fait aux dépens de la vérification des faits? Non. Là, les journalistes, quand même, ça revenait très souvent. Non, on prend quand même le temps. Il faut absolument avoir de la rigueur et vérifier les faits. On ne peut pas se permettre de sortir la nouvelle d'une vedette décédée qui est toujours très bien vivant. À quel point jugez-vous important les médias et réseaux sociaux pour la performance de vos activités quotidiennes? Ici, encore une fois, considérable et assez grand. Alors, quand même assez important. Ils disent, entre autres, que ça fait perdre le temps pour le suivi. Il faut trouver l'équilibre entre les avantages et les inconvénients, mais ça peut faciliter grandement la recherche d'informations. À quel point l'arrivée des médias et réseaux sociaux a eu un impact sur votre carrière? Je vous dis tantôt, les pigistes voient ça d'un bon œil. Généralement, ça leur permet de dénicher des contrats, de se faire connaître encore mieux qu'avant. Il y en a qui disent qu'il y a quand même entre beaucoup d'impact, un certain impact, et à bouleverser le métier du journaliste.
Alors ici, c'est quand même assez fort. Le peu d'impact, on parle de quand même 22 aucun impact, 9,5 Alors environ un peu plus de 30 quand même qui ne voyaient pas d'impact, mais pour la grande majorité, un impact considérable. Je veux juste revenir sur quelques commentaires. Ça permet, par exemple, un plus grand territoire de diffusion. Ils disent, on déniche certaines histoires qui n'auraient pas nécessairement été portées à notre attention. C'est bon pour la promotion de contenu et c'est bon pour chercher des réactions officielles sur un compte Twitter certifié, par exemple. J'ai trouvé ça intéressant. Le journaliste devient plus important que le média. On croit un journaliste sur les réseaux sociaux, on le suit. C'est pour bâtir la crédibilité auprès du public et ainsi trouver de meilleurs contrats. Alors ça, c'est intéressant aussi et ça permet de trouver des sujets plus proches des préoccupations des gens. On connaît l'importance des droits de la proximité, mais ici, l'outil est intéressant à ce niveau-là. À quel point est-il important pour vous de publier votre contenu rapidement sur le web? Ici, l'impératif, on doit se presser. Les réseaux sociaux mettent énormément de pression sur les journalistes. Le jour où il y a eu le miracle sur le Hudson, ce fameux cas où un tweet avait annoncé l'accident, l'atterrissage d'un avion sur le Hudson à New York, que ce n'était pas les médias traditionnels, mais un monsieur qui était sur une traversier, là, qui tweetait. Je pense que là, on a compris qu'il y avait un changement important et les journalistes ressentent cette pression-là. Ici, vous le voyez, c'est essentiel, c'est important. Alors, vraiment, ils le sentent, que cette pression vienne d'eux ou de leur employeur. Il y en a quand même, ils mettent des bémols, je demeure quand même prudente. Il faut toujours valider les faits. Il faut vérifier nos sources. Ça dépend de la nouvelle. Parfois, c'est mieux d'attendre le bon moment. Il y en a qui disent que les statistiques d'achalandage sur le web apportent une pression supplémentaire. Et il y en a qui disent carrément que c'est pour répondre aux exigences de la direction. Alors, on passe à l'employeur ici. À quel point est le nombre de clics et de visionnements de votre contenu sur le web important pour votre employeur? Ici, je demandais de choisir la meilleure réponse. Ici, vous voyez que c'est assez, c'est trop même. Le peu ou le pas assez, c'est assez minime. On parle même de 15 Ici, ce qu'on dit quand même, le journaliste, je pense, je ne sais pas s'il était comme ça il y a 20 ans, 25 ans, je ne pratiquais pas mon métier, mais je sens que les journalistes sont très sensibilisés aux impératifs d'affaires, à leur modèle d'affaires, de leur publication, de leur réseau, de leur station de radio. Alors, ils m'ont répondu, c'est surtout un indicateur du niveau d'intérêt du public pour une histoire. Un pupitreur web qui dit que la consigne, c'est de mettre en valeur des informations importantes et pas forcément d'aller chercher des clics. Mais il y en a d'autres qui disent, écoutez, le nombre de clics permet de vendre la pub. Alors, il y a ce lien-là qui est fait. D'autres qui disent, j'aurais tendance à dire trop. Alors, il y a quand même un certain pourcentage qui trouvait que c'était vraiment démesuré. Et à quel point croyez-vous que le nombre de clics et de visionnements du contenu deviendra davantage important pour votre employeur à l'avenir? Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir respirer, nos gentils journalistes? Et eux, ils croient que ça deviendra davantage, oui, assez, très, majoritairement. Il y en a d'autres qui ne le savent pas, mais d'autres qui, encore une fois, disent qu'effectivement, c'est un outil pour évaluer la performance d'un journaliste, que c'est pris en compte dans le modèle d'affaires. Passons maintenant aux blogueurs et aux blogs. Alors, j'espère qu'il y a des blogueurs, des influenceurs web dans la salle, sinon en web diffusion. Je pense que vous allez peut-être trouver ça intéressant. C'est intéressant aussi, évidemment, pour les relationnistes. À savoir si un billet de blog a déjà inspiré un reportage aux journalistes.
Ici, c'est peut-être un peu partagé. 48 48 répondent que oui, 52 répondent que non. On précise dans les commentaires, encore une fois, peut-être si on parle, par exemple, de politique avec une source vérifiée. Souvent, les blogs, par contre, réagissent à l'actualité, réagissent à des nouvelles qui ont déjà été publiées. Alors non, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Évidemment, c'est moins intéressant à ce moment-là. Le commentaire qui m'a peut-être fait... Bon, il y avait 2 commentaires, je pense, qui m'ont fait rire, particulièrement. Hein, les journalistes sont vifs d'esprit. C'est une communication comme les autres. Une rencontre dans un ascenseur m'a déjà inspiré un reportage. Alors bon, c'est comme n'importe quoi. C'est une rencontre. Une rencontre virtuelle dans ce cas-là, mais bon, on pourrait aussi facilement peut-être trouver un sujet de reportage en échangeant avec un étranger dans l'ascenseur, qui se fait évidemment plus souvent par les journalistes que par le commun des mortels, parce que moi, dans les ascenseurs, ça ne jase pas beaucoup. À quel point jugez-vous que l'information que vous obtenez via les médias et réseaux sociaux, à quel point vous jugez l'information crédible? Ici, majoritairement, et de loin, les journalistes sont prêts à faire la part des choses. Tout dépend de la source. Alors, pour les blogueurs, votre réputation, là, vaut de l'or, du moins aux yeux des journalistes et d'autres sûrement aussi. Mais si un journaliste constate que, par exemple, vous êtes payé et que vous ne divulguez pas ce paiement pour avoir pondu un billet de blog, pour vous être déplacé dans un restaurant et tweeter et partager des photos sur le web, bon, vous perdez votre crédibilité aux yeux des journalistes. Et justement, à ce sujet, à quel point considérez-vous les évaluations de blogueurs crédibles? Par exemple, j'ai donné par exemple les restaurants et la culture. Encore une fois, tout dépend de la source. C'est très variable selon la personne qui tient le blog. Certains blogs sont épouvantables, mais d'autres, évidemment, très bien. Beaucoup de blogueurs écrivent des billets commandités. Leur crédibilité à ce moment-là devient limitée. Hein, alors, il faut... les journalistes, dans les commentaires, reprochaient à certains blogueurs de ne pas divulguer, de ne pas faire cette déclaration d'intérêt. Avez-vous déjà cité un blogueur ou un influenceur web comme source dans un de vos articles ou vos reportages? Majoritairement, non, mais quand même, un bon plus de 30 a répondu que oui. Alors, ça peut être une source d'information et même d'information citée, source citée. Et comment jugez-vous, vous, la qualité de l'information proposée dans les blogs du Québec? Alors ici, on choisissait toute réponse qui s'appliquait parce que, bon, j'ai demandé si c'était excellent, acceptable, si ça s'est amélioré, si ça s'est détérioré. Encore une fois, on dit oui, que bon, c'est acceptable, c'est très variable. Hein, ça varie, ça dépend de la source. Bon, 2 questions. Quand on regarde ces questions dos à dos, je trouve les résultats intéressants. Alors, commençons avec celui-ci. Croyez-vous que les blogueurs sont à l'avant-garde de l'opinion publique? Non. Non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas à l'avant-garde. Ils sont à l'avant-garde de leurs opinions. Ils ne sont pas à l'avant-garde de l'opinion publique. Encore une fois, ça dépend vraiment des domaines. Mais écoutez, vraiment, les articles, les analyses des grands médias de masse rejoignent vraiment une masse critique beaucoup plus importante selon les journalistes. Alors, retenez ce nom, à savoir que les blogueurs ne sont pas, selon les journalistes, à l'avant-garde de l'opinion publique. En même temps, ils croient que les blogueurs sont en mesure d'influencer le comportement du grand public. Bon, je ne sais pas s'il y a contradiction ici. On peut, si on regarde, on creuse. C'est pas tout le monde qui a commenté, hein, il faut le savoir. C'est un échantillon, des gens qui avaient des choses à dire. Si on lit les commentaires, on peut comprendre un peu, dans le sens que les journalistes, premièrement, font la distinction entre blogueurs professionnels et blogueurs, bon, blogueurs, journalistes professionnels et blogueurs, monsieur, madame, tout le monde. Et aussi, ils considèrent que les blogueurs opèrent dans un environnement assez restreint.
Hein, ils sont confinés à des sphères d'influence qui sont restreintes. Alors oui, peut-être dans leur petit créneau, ils peuvent avoir une certaine influence, mais même, bon, vous voyez le résultat, on parle du comportement du grand public et les journalistes ont répondu que oui. Alors ça m'a surpris. Je m'attendais à cette réponse-ci, mais pas forcément à celle-ci. Chers relationnistes, nos amis les relationnistes, vous connaissez ce blog? Je l'adore. Parce que moi, dans mon cours, je m'assure de partager et de vraiment mettre l'accent sur les meilleures pratiques de l'industrie. Alors, pour moi, c'est une source très, très riche de choses à ne pas faire. Alors, nos amis les relationnistes, je suis relationniste, hein, vous vous souvenez. Par quels réseaux sociaux passent les relationnistes pour vous proposer des sujets de reportage? Alors, lorsque les relationnistes utilisent les réseaux sociaux, ils se servent de Facebook, parfois de Twitter, de LinkedIn, mais quand même, la plus grande proportion ne passe pas par les réseaux sociaux. Alors, les relationnistes continuent à utiliser les moyens traditionnels, si on peut appeler le courriel traditionnel. Je pense que c'est rendu traditionnel après 30 ans, 20-30 ans. Et le téléphone. Hein, il y en a qui sont étonnés que les relationnistes continuent à utiliser le bon vieux téléphone. Alors, on voit que quand même, il y a une plus grande proportion qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, mais quand ils le font, ils ont tendance à passer par Facebook. Maintenant, il faut poser la question, quelles sont les préférences des journalistes? Parce que, bon, on peut oser s'avancer, devenir ami d'un journaliste et lui envoyer un petit message direct sur Facebook, mais qu'en pensent les journalistes? Alors, comment préfèrent-ils recevoir les pitchs des relationnistes? Alors, sur les propositions. Hein? Je vous propose de vous intéresser à tel produit de mon client, c'est intéressant pour telle raison et je crois fermement que votre public serait très, très intéressé au lancement de tel bidule. Les journalistes préfèrent le courriel. Hein? Et encore une fois, de loin, le téléphone. Mais on voit qu'ils acceptent quand même Facebook, qu'ils acceptent Twitter. Bon, alors c'est évident que les moyens traditionnels remportent ici, mais il y a peut-être une certaine ouverture. Quels réseaux sociaux ne devraient jamais être utilisés par les relationnistes pour communiquer avec vous? Vous vous souvenez de la réponse de tantôt? Les relationnistes, s'ils ont à utiliser les réseaux sociaux, utilisent Facebook. Et la réponse la plus importante, s'il vous plaît, pas sur Facebook. Ici, il y en a même qui disent qu'ils préfèrent ne jamais recevoir de pitch de relationniste, mais s'ils doivent passer par les réseaux sociaux, de grâce, pas sur Facebook. Bon, il faut comprendre aussi que il faut mettre ça dans le contexte. On a vu tantôt que les journalistes sont plutôt sur Facebook, sont plutôt sur Twitter, moins sur Instagram. On voit quand même qu'on doit nuancer ici, mais il semble avoir une certaine irritation au niveau de Facebook, une plus grande tolérance peut-être pour Twitter, pour LinkedIn. Bloquez-vous carrément les relationnistes qui tentent de communiquer avec vous via les réseaux sociaux? Hein? Est-ce que vous coupez les liens avec ces journalistes? Intéressant, la majorité, non. Quand même, ils veulent garder cette voie de communication ouverte. Dans les commentaires, ça m'a fait chaud au cœur. Les journalistes reconnaissaient quand même, disaient très bien reconnaître qu'il y avait une valeur ajoutée au travail des relationnistes qui pouvaient amener des informations, des documents, des données, un accès au porte-parole qui était quand même très important pour eux. Alors non, ils ne bloqueraient pas les relationnistes qui tenteraient de communiquer avec eux via les réseaux sociaux. Là, j'ai voulu avoir un petit son de cloche. Premièrement, les conférences de presse se font de moins en moins souvent, hein, sont de plus en plus rares. Mais par contre, si on se donne la peine d'organiser une conférence de presse et qu'on croit vraiment avoir une bonne nouvelle, ça demande du temps, ça demande de l'argent, il y a un grand stress associé à l'organisation d'une conférence de presse. Alors, c'est toujours
plus plaisant pour nos porte-paroles si, en plus du journaliste, par exemple, de quartier, il y a les caméras. Bon, ça fait toujours plaisir à un client de voir des caméras, de voir des journalistes dans la salle. Est-ce qu'on peut penser avoir une couverture encore plus grande en invitant les blogueurs, les influenceurs du web? Alors, dans les conférences de presse, on peut trouver à côté du journaliste l'influenceur web pour un domaine très pointu. Je pense à la technologie, par exemple. Lancement d'un appareil spécial, on fait un événement pour les médias et on invite des blogueurs influents ici aussi. Alors, est-ce qu'ils ont déjà côtoyé? Est-ce qu'ils savent? S'ils ont déjà côtoyé un blogueur ou influenceur web? Il y en a qui disent qu'ils ne le savent pas. Hein, ils ne prennent pas les présences dans la salle. Mais la tendance est plutôt que oui, qu'ils sont conscients du fait qu'en plus d'avoir des journalistes, il y a aussi les influenceurs. Alors ça, c'est intéressant, mais trouveriez-vous acceptable qu'un journaliste, trouvez-vous acceptable qu'un journaliste soit invité à une conférence de presse au même titre qu'un journaliste? Encore une fois, quand même, oui. Ceux qui ont une opinion sur le sujet disent que oui. D'autres disent, écoutez, non, il y a des limites. La conférence de presse, c'est pour un journaliste accrédité qui a fait ses preuves et on veut se retrouver là, on veut avoir cet accès privilégié. On ne peut pas ouvrir la conférence de presse, on ne devrait pas ouvrir la conférence de presse à tous. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, c'est à ceux qui organisent la conférence de presse. Moi, de toute façon, ça ne change rien, en autant que je suis en mesure de faire mon boulot et d'avoir les photos, par exemple, que je veux prendre. J'ai voulu aussi, pour les relationnistes, savoir, on parle depuis quelques années, depuis plusieurs années maintenant, depuis un article qui est paru je crois que c'était en 2008, 2006-2008, de Tom Ferensky de Silicon Valley, qui disait, qui a publié un billet de blog, Die Press Release, Die, 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 qui voulait voulait plus entendre parler des communiqués de presse qui étaient, selon lui, inutiles dans les réalités du monde numérique, qui étaient illisibles, qui avaient des citations qu'un être humain n'aurait jamais énoncées, qui étaient inutiles, selon lui. Alors, il menait cette charge-là. Une agence a relevé le défi et a proposé un nouveau format de communiqué de presse. Un communiqué de presse qui change un peu non seulement la structure, où on voit les citations accorder beaucoup moins d'importance, où on voit les points saillants vraiment en bullet, en points, plutôt qu'en grands paragraphes. L'idée étant qu'un journaliste de nos jours doit pouvoir travailler rapidement. Il est souvent sur son téléphone, il doit pouvoir lire le communiqué de presse en déplacement, il doit avoir les informations assez rapidement. Alors, ils ont lancé ce qu'on appelle le communiqué médias sociaux ou communiqué 2.0. Il y a de ça plusieurs années que je suis ça, à savoir, est-ce que les relationnistes au Québec, par exemple, se servent de cet outil. Si on va sur les sites de CNW, de MarketWire, on peut voir des exemples de communiqués 2.0. Ils ne sont pas très nombreux. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais si j'avais à deviner, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 1%, même pas, de communiqués 2.0. Ici, on voit que les journalistes trouvent que ça peut être assez pertinent, très pertinent et quand même quelque peu pertinent, mais assez pertinent et très pertinent. Ils réagissent assez favorablement à cette idée de communiqué 2.0. Ils reconnaissent que c'est une façon intéressante d'avoir accès à de l'information encore plus grande. En même temps, ils nous répètent, et ils ont été plusieurs à le dire, écoutez, nous, c'est la simplicité qui compte avant tout. Alors, si vous avez un choix à faire, choisissez la simplicité. Mais si en même temps, vous pouvez me simplifier la vie en me donnant accès à des photos, à des documents complémentaires, oui, ça peut être intéressant. D'autres qui disent, écoutez, si je veux ces documents complémentaires-là, je le demanderai tout simplement. Ils m'enverront un deuxième courriel et tout sera beau. Quand même une réception assez positive.
Avez-vous déjà utilisé une vidéo partagée par voie de communiqué 2.0? Avez-vous déjà utilisé un extrait audio? La majorité disent non, mais quand même, un bon nombre qui disent oui. J'ai été, ça m'a surpris personnellement qu'il y ait un si grand nombre. Je trouve que c'est un message très important pour les relationnistes. Les journalistes veulent du contenu, mais du contenu pertinent, hein, du contenu utilisable. Ils veulent, si vous allez jusqu'à produire une vidéo, jusqu'à produire l'extrait audio, assurez-vous que ce soit du contenu intéressant pour les journalistes. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour le monde des relations publiques. Encore une fois, ça souligne le fait qu'ils sont une source privilégiée quand même et intéressante d'information pour les journalistes. Et seriez-vous ouverte? Ici, bon, j'aurais demandé s'ils avaient déjà utilisé. Ici, je pose la question, quelle est votre ouverture? Est-ce que vous seriez ouvert à utiliser les extraits audio et vidéo acheminés par voie de communiqué 2.0? Et la réponse est oui. Encore une fois, bon, une ouverture, ça ne veut pas dire qu'ils achètent, hein, forcément. Mais oui, ils sont ouverts, ils sont prêts à recevoir ce contenu-là. Passons à l'éthique maintenant. Est-ce que votre employeur a émis des lignes directrices formelles concernant votre utilisation des médias et réseaux sociaux? Oui, majoritairement. Encore une fois, ça semble varier. Pour certains, c'est la confusion, c'est